moi j'ai reçu une éducation plutôt... On m'a fait comprendre ce que c'était le mot liberté d'expression, enfin les mots liberté d'expression. C'est-à-dire que mes parents m'ont jamais empêché de m'exprimer. Et puis un homme, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et c'est vrai que moi j'ai traversé toute la période révolutionnaire, j'ai même entre-temps été pionnier, j'ai vécu une certaine époque de politique de ce pays-là. Mon père aussi a été même jugé au tribunal populaire de la Révolution. Il a été blanchi, certes, mais ça a laissé des traces au niveau familial. D'où la difficulté que les gens ont à comprendre ma position par rapport à Thomas Sankara. Mais ceci dit, j'ai toujours été objectif dans ma façon, tenter d'être objectif le plus possible que je peux. Et j'estime que les 4 années de révolution ont apporté beaucoup au Burkina Faso. En termes de construction, en termes de discipline, en termes d'intégrité, etc., etc. Et puis d'idées et de vision surtout. Donc l'après-révolution, c'est-à-dire l'après Thomas Sankara, c'est Blaise Compaoré encore au pouvoir aujourd'hui, ça fait 26 ans, donc on va dire presque 30 ans si on rajoute, 30 ans si on rajoute les 4 années de la révolution. Pour moi, c'est primordial de réagir face à la situation sociale rampante qui régnait, quoi. Tu dis que les gens ici ont du mal à comprendre ta position par rapport à Thomas Quand je Sankara. dis les gens, c'est pas les gens, c'est la famille. Ah, la famille. Voilà, parce qu'au niveau de la famille, on a du mal à comprendre le fait que la révolution quand même n'a pas été bonne sous tous les plans. Il faut dire qu'il y a eu heureusement des défauts, quoi. Et il y a eu plein de gens qui ont été sacrifiés sur l'autel de la révolution. Donc notamment mon père qui a été victime d'une certaine façon de cette révolution-là. Donc on ne comprend pas ma position par rapport à cette époque-là et à l'œuvre de Sankara. Maintenant, je crois qu'avec le temps, ils ont fini par comprendre que ça ne servait à rien d'essayer comment dirais-je, de m'imposer leur choix, leur point de vue. Donc je reste dans ce créneau-là du côté de la justice. Parce que j'estime que c'est la justice, simplement. Oui, parce que ici, enfin, moi je t'ai vu chanter il y a quelques jours au Sound System, quand tu chantes à qui profite le crime, c'est voilà tout le monde. Enfin, il y a quand même un élan très fort vers ce qu'a fait Sankara, vers l'injustice de son assassinat. Donc c'est, enfin, est-ce que tu penses que ici l'opinion publique, elle est unanime par rapport à ça, ou que ça divise encore? Écoute, c'est une question qui divise encore, mais c'est ce que j'ai dit, j'ai toujours essayé de m'accrocher au fait, d'être exclusivement objectif dans mes façons de réagir par rapport à l'actualité. Il se trouve que ce sont des crimes d'impunité, il n'y a pas que Sankara, il y a Norbert Zongo, il y a Otamou, il y a plein de... Il y a même le dernier Zongo, l'élève là, qui s'est fait tuer aussi. Donc, tous ces crimes-là restent impunis et sont des injustices flagrantes. Donc, il faut les dénoncer simplement. Voilà. Que ce soit Sankara ou un autre, c'est pas normal qu'un pays qui se dit démocrate, en fait, qui passe le temps à mettre la majorité de la poussière sous le tapis, ne fasse pas respecter un minimum de loi en son sein. Et le président du Faso, c'est le premier magistrat, en plus d'être le ministre de la Défense. Il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Voilà, la séparation des pouvoirs n'existe pas, en fait. Elle n'existe que pour les demandes de soutien à l'Union européenne ou aux États-Unis, j'en passe, quoi. Voilà, donc on continue à être très, très dépendant de l'aide étrangère, contrairement à Sankara qui disait qu'il fallait encourager l'aide qui nous permette de nous passer de l'aide. On a pourtant les moyens d'être autosuffisants, mais on ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. C'est un choix politique, ça? De ne pas être autosuffisant? Non, je pense que c'est un choix simplement de voyous, c'est tout. Voilà, parce que les pouvoirs de la 4ème République, on sait ce qu'il est, c'est un pouvoir mafieux du trafic d'armes, trafic de diamants, machin, conflits en tout genre, pompiers pyromanes, vas-y que j'allume le feu ici, que j'arrose de l'autre côté. Il y a plein de bakchiches, des paradis fiscaux, du blanchiment d'argent. Bon, voilà, c'est ça, en fait, le truc, la politique du Burkina Faso. Toi, c'est ce que tu dénonces, mais est-ce que tu milites aussi pour une forme différente de démocratie? Enfin, est-ce que tu te sens actif sur le chemin de faire les choses différemment? Parce que dénoncer, c'est déjà quelque chose, mais pour
enfin, une fois qu'on a mis quelque chose par terre, il faut reconstruire autre chose. Et est-ce que toi, tu te sens impliqué par tes idées, par tes textes, dans l'après, en fait, l'après que tu souhaites? Évidemment, déjà on est si peu nombreux à s'impliquer que quand on est impliqué, on est jusqu'au cou. Voilà. C'est, que ce soit Norbert ou Sankara, ils ont tous à un moment donné été condamnés à continuer, même quand ils sentaient qu'ils étaient sous le coup de menaces de mort, etc. Ben vous êtes obligé de continuer parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça. Et puis il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que, en fait, même si vous refusez la casquette de leader d'opinion, la camisole de leader d'opinion, parce que je préfère dire que c'est une camisole parce que ça vous renferme aussi, vous êtes obligé de l'assumer. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus que vous. Donc, d'une certaine manière ou d'une autre, on a pensé à tout ça, je pense à tout ça, bien sûr. Si on a créé un mouvement comme le Ballet Citoyen, c'est bien pour ça. Alors, c'est quoi le ballet citoyen, Ben, le justement? Ballet Citoyen, ça a été créé il y a quelques mois. Et déjà, on réalisait pas mal d'actions sur le terrain, c'est-à-dire qu'on allait à la rencontre des étudiants dans les amphis des cités. On allait en province aussi rencontrer les villageois ou ceux qui voulaient bien assister aux projections. Et ils étaient nombreux, suivi de débats. Donc on échangeait beaucoup avec les gens, parfois c'était des spectacles aussi. Alors, vous projetez des films, justement. Excuse-moi, parce que je sais pas ce que vous faites dans le cadre. Mhm. C'est une association, c'est en lien avec la musique, c'est en lien avec le cinéma, en quoi elle consiste exactement vos actions? Bon, le ballet citoyen déjà, comme je te l'explique, ça fait quelques mois qu'il a été mis en place. Ouais, Mais avant cela, il y avait déjà des actions, notamment en partenariat avec une association comme Senfilm, qui a lancé un festival qui s'appelle Ciné Droit Libre en réponse à la censure d'un de ses films. Donc c'était une idée intéressante. Et forcément, les artistes ont commencé à travailler aussi avec cette plateforme parce qu'il y avait l'image, il fallait le son. Puis parce que c'est bien aussi, parce que le principe c'est quoi? On projette des films à polémique, genre par exemple Thomas Sankara, L'homme intègre, Le prostitué du Vatican et j'en passe. d'accord. Des trucs qui sont un peu choquants, qui font réfléchir les gens et puis après on met en place un débat. Et c'est l'occasion de voir qu'est-ce que le public en pense réellement, puis de toucher du doigt aussi les réalités de ces régions-là. Par exemple, quand on va à Bagré, on sait que c'est un espace qui a été hautement financé par l'Union européenne, le barrage de Bagré, et dont on vante les mérites pour les populations, etc. Ce sera un peu la vallée du Nil, quoi. D'accord. Et dans la réalité, on se rend compte que les populations, même l'eau coûte trop cher, même par rapport à certaines régions, pour les populations, etc. Donc, quand on va à ce type de rencontre, et après ces projections de films, au début, les gens sont un peu réticents à parler, et puis au fur et à mesure, les langues se délient. Et parfois, on a du mal même à arrêter le débat après, ça va jusqu'à 2 3 heures du matin, et là, on apprend plein de choses comme ça. Donc ça, c'est des actions de terrain. Donc on faisait déjà ça. On allait aussi dans les amphis, par exemple, rencontrer les étudiants, sous quelque prétexte que ce soit, avec une thématique, par exemple, d'actualité, les institutions démocratiques de ce pays, ou la modification de l'article 37 possible, etc. Et on essaye de lever des lièvres comme ça sur l'opinion publique et l'opinion de la jeunesse. Et ça permet après de se poser des vraies questions et de réintégrer ça aussi sous forme de création artistique pour diffuser un certain message. Comme ce qui s'est passé quand les étudiants se sont fait tirer dessus il y a quelques années. Voilà, donc on a fait un single qui s'appelle La balle réelle. On a essayé de dénoncer tout cela. Il y a eu pas mal de succès. Et voilà, donc maintenant, déjà comme il y avait ces actions qui étaient faites sur le terrain, on s'est dit pourquoi ne pas fédérer toutes ces actions au sein d'un mouvement qui aurait une vraie vision, un vrai programme, pas un parti politique, un mouvement politique, c'est-à-dire qui s'interdit d'exercer le pouvoir ou de le conquérir, mais d'être suffisamment représentant de la jeunesse africaine pour contrôler les autorités politiques et pour ne pas qu'elles nous fassent faire n'importe quoi et qu'elles nous mènent en bateau. Voilà. Le principe, c'est un peu ça. Donc c'est ce qui a été fait. Le symbole, c'est le ballet. Parce qu'on estime que le ballet, c'est un instrument inoffensif pour une fois. C'est pas une arme légère en tout cas, même si ça fait peur à nos autorités. Et que voilà, le symbole est fort. Ce sont nos tantis le plus souvent qui utilisent le ballet ici en Afrique. Et
c'est, comme qui dirait, c'est plusieurs brins mis ensemble qui permettent de déplacer des ordures. Et je vous prie de croire qu'il y a de sacrées ordures à balayer dans ce pays. Donc on a lancé le mouvement et puis depuis on essaie de créer plein de clubs cibales dans les quartiers, on se déplace, on va à leur rencontre pour officialiser tout ça. Et le but c'est, comme le slogan le dit, notre nom et notre force, c'est de rassembler suffisamment de monde. Objectif ultime, 1 à 2 millions de Burkinabés qui puissent peser vraiment dans la balance, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte que le président du Faso actuel a été élu aux dernières élections avec moins d'1 million de voix, quoi. 800 000 ou quelque chose comme ça sur 16 millions de Burkinabés et 9 millions en âge de voter. Donc ça veut dire que finalement, il n'en faudrait pas beaucoup pour créer une vraie révolution dans ce pays social. En fait, il faudrait que les gens aillent voter. Il faudrait que les gens aillent voter, que les gens soient conscients d'abord. Parce qu'il ne suffit pas d'aller voter. Parce qu'il y a des cas flagrants, comme par exemple une vieille femme qui était venue une fois et qui a demandé à un officiel de la CENI de lui montrer qui est Blaise Compaoré, où est la photo de Blaise Compaoré, quoi. Donc elle ne sait même pas qui elle vote en fait. On lui a dit vote Blaise Compaoré. Voilà. Et donc si vous n'êtes pas conscient, si vous ne connaissez pas les enjeux de cette démocratie, et puis comme on dit, ça ne sert à rien de changer pour changer. Il faut qu'il y ait un changement, mais il faut qu'il y ait la possibilité définitive pour le peuple de récupérer ce changement-là et que ça puisse servir les intérêts de ce peuple, que ce ne soit pas un changement en pire. Parce que ce qui nous attend en 2015 si on ne s'y prépare pas. Mais est-ce que tu penses qu'actuellement, dans le paysage politique, il y a quelqu'un qui puisse incarner ça, enfin qui puisse incarner une vraie opposition avec un changement pour le peuple? Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui s'engagent en politique pour aller sur ce terrain-là, pas seulement. Toi, tu as un mouvement qui, tu m'as dit, ne chercherait pas à conquérir le pouvoir. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont prêts à s'impliquer au sein du pouvoir et qui pourraient incarner un vrai changement par rapport à ce qu'il y a actuellement? Bien sûr, moi je ne suis pas comme ceux qui pensent qui vouent l'opposition à toutes les flammes de l'enfer et qui disent que l'opposition burkinabé est minable. C'est vrai que d'un point de vue marketing, d'un point de vue puissance dans le paysage politique, l'opposition est vraiment petite, faible, comme on dit, puisque l'opposition qui a eu le plus de voix, le parti de l'opposition qui a eu le plus de voix aux dernières présidentielles, c'était celui des Zéphirins, et je crois que c'était pas plus de 6%. Donc, voyez, donc ça paraît minable, mais en même temps, ce pouvoir-là a su énormément diviser l'opposition, travailler avec les mentalités des uns et des autres, et puis il faut se dire que c'est une bataille de moyens aussi, et les dictateurs ont les moyens de l'État, plus les moyens de tous les opérateurs économiques ici qui, pour avoir les marchés de l'État, bon, ben, sont prêts à... Et il n'y a pas de vraie réglementation. On ne limite pas l'argent que ces gens-là peuvent injecter dans les campagnes présidentielles. Quand la campagne présidentielle est mise en avant, même les plantons des ministères sont obligés de faire campagne pour le parti au pouvoir. Sinon, ils perdent leur place. Et on utilise aussi les chefs religieux, les chefs traditionnels qui en imposent aux populations analphabètes. Il y a tout cela. C'est pas si évident que ça. Je dis que c'est pas si évident parce qu'on a aussi, de la même façon qu'on a le pouvoir qu'on mérite, on a aussi l'opposition qu'on mérite. Mais nous pensons que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. On ne peut pas dire on veut que les institutions démocratiques soient fortes, on veut qu'il y ait un changement et en même temps se dire oui, il n'y a personne pour prendre la relève. Parce qu'il y a énormément de gens, il ne faut pas insulter l'intelligence des Burkinabés, quoi. Il y a énormément de gens capables de faire bien mieux que M. Blaise Compaoré actuellement. Mais est-ce que ces gens-là se disent probablement, je pense que 30 années de pouvoir ont usé un peu la volonté des uns et des autres. Ils sont devenus un peu fatalistes, ils se disent, bon ben à quoi ça sert? Finalement, on va se faire récupérer, on va se faire éjecter d'une manière ou d'une autre. Mais si les gens ont l'assurance qu'il y a une certaine transparence qui va régner au sein des élections présidentielles, je crois que ça peut susciter des vocations. En l'occurrence, en ce moment, dans l'opposition, il y a quand même des opposants qui sont forts. Il ne faut pas dire, il y en a 2-3 qui ont quand même une certaine aura. Maintenant, est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils vont vraiment appliquer le programme qu'ils disent appliquer? Est-ce qu'ils vont servir les intérêts du peuple? Ça, c'est une question à poser. Mais ils seront certainement plus faciles à détrôner
que le roi Makoko qui est là actuellement. En interrogeant pas mal de mecs d'ici qui font du hip-hop, des hoods, des gars comme ça, il y a un discours qui est souvent revenu quand je posais la question sur le message qu'ils avaient envie de transmettre, c'était d'éveiller les consciences. Est-ce que d'éveiller les consciences, de que les gens soient conscients du pouvoir qu'ils ont, parce que comme tu disais, ils deviennent fatalistes, et que leur but, ces mecs-là me disaient que leur but à eux, en faisant du hip-hop, en se produisant sur des scènes de sound system comme ça, c'était de transmettre un message pour dire aux gens, vous êtes forts, vous pouvez changer les choses. C'est le même type de démarche que tu penses avoir pareil, hein, sur les scènes, et puis avec le ballet citoyen aussi, c'est ça le but, c'est de... Bien sûr, bien sûr. Et l'art permet de faire ces choses-là. L'art permet de faire passer des messages conscients à travers l'aspect ludique. C'est un outil très puissant. Mais c'est un outil beaucoup plus puissant d'ailleurs que les actions directes qu'on peut faire, les grèves, les marchés, tout ça, mais c'est un outil à long terme. C'est-à-dire que on est plus durablement marqué, mais ça prend du temps. Et là, on est dans une situation d'urgence qui fait que d'ici 2015, si on ne fait rien, on frise peut-être le chaos. Parce que le président sera probablement obligé, s'il veut rester au pouvoir, de remodifier encore une fois la Constitution. Et là, on pourra s'attendre au pire. Il a déjà modifié plusieurs fois. Il a déjà modifié une fois. Donc en 97, si ma mémoire est bonne. Et donc il a dû, là, après le décès du journaliste Norbert Zongo, ça a été une grande crise nationale. Il y a un collège des sages qui a été mis en place. Et notamment dans les revendications de la plateforme, il y avait la réintégration de l'article qui limitait, le fameux article 37 qui limite les mandats à deux et plein d'autres choses. Donc il a été contraint par la volonté populaire de ramener l'article 37 et encore mieux de limiter les mandats à 5, enfin la durée du mandat à 5, puisque avant c'était 7 ans, 2 fois 7 ans, maintenant c'est 2 fois 5 ans. Maintenant, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils ont estimé que ce n'était pas rétroactif. La loi n'était pas rétroactive, donc vous pouvez encore repartir sur 2 mandats. Donc ce sont ces 2 derniers mandats-là qui sont en cours aujourd'hui. Donc là, en 2015, c'est dans un an et quelques poussières, on y est presque. Et c'est maintenant que ça se passe. Voilà, donc on ne peut plus se contenter de chanter et d'écrire des chansons. Maintenant, il faut carrément créer un projet de société, c'est ce qu'on fait. Avec, sur la base de la volonté populaire, secteur par secteur, enseignement, santé, judiciaire, etc. De façon à imposer ce programme-là à un futur candidat qui pourrait éventuellement accepter de mettre en place ce projet de société. Auquel cas, on pourrait éventuellement, peut-être pas le soutenir officiellement, mais en tout cas, encourager les gens à aller aux élections et à remplir leurs devoirs. Ouais, ça serait presque travailler avec ce candidat-là, en fait, Bah, puisqu'il s'agirait d'imposer un programme. Oui, ça serait créer une révolution sociale et pacifique sans en venir aux armes, parce que il y a ceux-là qui sont pour une révolution totale, mais qui dit révolution dit sacrifice. Je ne suis pas sûr que le peuple burkinabé dans son entièreté est encore prêt à des sacrifices. C'est quand même un pays où il y a énormément de push au niveau du Burkina Faso. Le pouvoir a toujours été militaire. Il y a à part notre premier président Maurice Yamago, tous les autres présidents qui se sont succédés ont été militaires. Il y a eu le règne des généraux, des colonels, même des commandants. Maintenant, c'est les capitaines. Donc, il suffit de peu pour que l'armée prenne encore une fois, comme elle a l'habitude de le dire, ses responsabilités. Puis, on s'en sort plus, quoi. Donc, on pense qu'il est possible de faire une révolution sociale, même si ça paraît idéaliste, c'est-à-dire sans effusion de sang, juste en étant suffisamment nombreux, en faisant suffisamment de pression, en exerçant suffisamment de pression sur ceux-là qui vont avoir en charge le pouvoir. Parce qu'un président n'est pas obligé de finir son mandat. Voilà. Tout souvent dans la logique des gens, ouais, une fois qu'on est élu, c'est bon. Non. Si le peuple n'en veut pas au bout d'un moment, je crois que la pression sera telle que le président même est capable. Le président peut démissionner. De la même façon qu'un ministre peut démissionner, un ambassadeur peut démissionner, un président peut le faire aussi. Encore faut-il qu'il ait affaire à un peuple réactif qui ne laisse pas passer les choses. Et des députés qui ne dorment pas à l'Assemblée. Après, pour que ça se fasse sans violence, c'est peut-être compliqué, surtout si c'est des militaires qui sont au pouvoir. Pour destituer quelqu'un qui a l'armée avec lui, c'est... Oui, mais vous savez, même les militaires, on est en Afrique aussi. Hein. Les militaires, ils habitent dans des quartiers, avec leurs parents, leurs amis, leurs cousins. Et militaires ou pas militaires,
il y a des choses qu'on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas faire. Bon, je sais qu'au Burkina Faso, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de militaires d'ailleurs qui en ont marre eux-mêmes de ce régime, même dans la garde rapprochée du président. Donc, s'il y a vraiment une résistance populaire, je ne dis pas qu'on pourra éviter, mais on peut quand même, ça peut être le moindre mal, quoi. Parce que les gens sont prêts quand même à aller d'une certaine façon, quand on s'engage, on sait que, bon voilà, faut rompre un peu avec cette image de l'omelette burkinabé. Euh, L'omelette burkinabé étant, euh, tu prends une poêle, tu n'allumes pas le feu, tu mets pas d'huile, tu mets pas de sel, tu mets rien, tu poses juste l'œuf au milieu de la poêle et puis tu attends que l'omelette se fasse. Donc tu fais une omelette sans casser des œufs, quoi. Donc pour rompre avec cette image-là, il faut avant tout commencer à mettre les pieds dans le plat, quoi.